Je peux encore entendre les paroles de mon fils résonner dans mon esprit. Tu es un fardeau, maman. Tu ne mérites que les restes. C'était il y a 2 ans, alors que je le regardais déposer 100 000 $ sur le compte de sa belle-mère, juste devant moi, le jour de mon 65e anniversaire. Il m'a regardé droit dans les yeux à travers l'écran de son téléphone, affichant le reçu du transfert avant de me tendre une carte contenant un bon d'achat de 10 $. J'avais toujours cru que le lien entre une mère et son fils était sacré, indestructible. À 65 ans, j'ai appris de la manière la plus douloureuse que ce n'était qu'une illusion que j'avais entretenue. Richard était mon fils unique, né quand j'avais 23 ans. Son père a disparu avant même sa naissance, me laissant seul avec un bébé et des dettes qu'il m'a fallu des années pour rembourser. Fonctionnaire toute ma vie, j'ai économisé chaque centime possible. Alors que les autres femmes de mon âge renouvelaient leur garde-robe, voyageaient ou s'accordaient de petits luxes, j'ai tout investi dans Richard. École privée, cours d'anglais, séjour linguistique à l'étranger pendant son adolescence, et des études de médecine sans le moindre prêt. J'habitais un modeste appartement à la périphérie de Columbus. J'ai conduit la même voiture pendant 15 ans et j'achetais rarement de nouveaux vêtements. Tout cela pour que mon fils ait le meilleur. Et ce fut le cas. Richard a obtenu son diplôme avec mention et s'est spécialisé en neurochirurgie, mon argent payant chaque frais de scolarité, chaque livre, chaque instrument. Lorsqu'il est revenu de son internat, c'était un homme différent. Il a rencontré Camille, la fille d'un homme d'affaires influent, et a commencé à fréquenter des cercles sociaux auxquels je n'aurais jamais accès. Au début, Camille était polie avec moi. Elle souriait lors des déjeuners du dimanche et apportait de petits cadeaux pour les grandes occasions, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. « Tu devrais moderniser ton look », disait-elle en analysant mes vêtements simples. Richard fréquente des gens importants maintenant. Les visites de Richard sont devenues radicalement moins fréquentes après le mariage. Nous sommes passés de déjeuners hebdomadaires à des rencontres mensuelles, puis à de brefs appels lors des jours fériés. Quand j'appelais, il était toujours occupé. « Je ne peux pas parler maintenant, maman. J'ai des patients qui attendent. » Même lorsque j'avais besoin d'aide, comme lors de mon hospitalisation pour une pneumonie, il m'a envoyé de l'argent pour un taxi au lieu de venir me chercher. « J'ai engagé une infirmière pour toi », m'a-t-il dit au téléphone. Je ne peux pas annuler mes chirurgies. L'infirmière n'est jamais venue. L'événement qui a tout changé s'est produit le jour de mon 65e anniversaire. Richard et Camille se sont présentés à mon appartement sans prévenir. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être s'était-il souvenu après tout. « Maman, il faut qu'on parle », a dit Richard, s'asseyant sur mon canapé usé sans même enlever son manteau, comme s'il craignait que la pauvreté soit contagieuse. Camille est restée debout, les yeux rivés sur son téléphone, visiblement ennuyée d'être là. « Nous achetons une nouvelle maison à Beverly Hills », a-t-il annoncé sans même me demander comment j'allais. 3 suites parentales, une piscine chauffée, une salle de sport. C'est un investissement important pour notre image professionnelle. C'est merveilleux, mon fils, ai-je répondu, sincèrement heureuse pour lui malgré tout. Oui, c'est essentiel d'être au bon endroit, de connaître les bonnes personnes, a enfin dit Camille, levant les yeux de son téléphone. Ma mère nous a guidés là-dessus. Elle connaît tous ceux qui comptent en ville. Richard a pris son téléphone et a tourné l'écran vers moi. Je viens de transférer 100 000 $ à Madame Regina, la mère de Camille, un petit merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je me suis figé. 100 000 $. Plus que ce que je pouvais économiser en 5 années entières de travail. Comme c'est généreux de votre part, ai-je réussi à dire, la voix tremblante. C'est la moindre des choses, a répondu Camille avec dédain. Maman nous a présentés à l'agent immobilier, à l'architecte. Elle a organisé des dîners avec des voisins importants. Elle comprend les relations sociales, le réseautage, contrairement à quelqu'un qui ne connaît que la vie d'un bureau de l'administration. Richard, non seulement n'a pas pris ma défense, mais a acquiescé à chaque parole humiliante. Regina a de la vision, maman. Elle sait comment construire des relations stratégiques. Puis, comme s'il se souvenait d'un détail trivial, il a sorti une petite enveloppe de sa poche. Pour toi, a-t-il dit en me la tendant. Joyeux anniversaire. C'est ce que les restes méritent. L'air a quitté mes poumons. Les restes? Moi, qui avais tout sacrifié pour lui, je ne méritais que des restes? Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe.
Le monde semblait tourner autour de moi pendant que je l'ouvrais. C'était un bon d'achat de 10 $ pour un grand magasin. 10 $. Tandis que sa belle-mère recevait 100 000 $. J'ai pensé que tu pourrais t'acheter quelque chose pour être plus présentable, a ajouté Richard, un œil critique sur mon chemisier simple. Chaque fois que nous allons à un événement, je suis embarrassé par ton apparence démodée. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai remercié machinalement, retenant mes larmes. Richard, nous devons y aller, a dit Camille en regardant sa montre. Nous avons le cocktail chez les Bradford à 20 h. Oui, bien sûr, s'est-il levé à la hâte. Oh, maman, j'ai réfléchi. Cet appartement est trop grand pour toi toute seule. 2 chambres. Pourquoi faire? Tu pourrais le vendre. Acheter quelque chose de plus petit et utiliser l'argent pour, je ne sais pas, une chirurgie esthétique ou quelque chose du genre. Une chirurgie esthétique? Ai-je répété, incrédule. Oui, tu vieillis visiblement. Ce serait bien pour ton estime de toi et, honnêtement, ce serait aussi mieux pour moi quand je devrais te présenter à quelqu'un d'important. Camille a souri pour la première fois de la visite. Je connais une excellente clinique qui accepte les patientes de ton âge. C'est dans un quartier plus excentré, mais je suis sûr que l'emplacement ne te dérangerait pas vu la réduction. Et il y a aussi ces résidences pour retraités, a continué Richard, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. C'est pratique. Tu n'aurais à te soucier de rien. Tu aurais de la compagnie de ton propre genre. Mon propre genre, ai-je demandé, sentant quelque chose se briser en moi. Des gens simples, des fonctionnaires retraités, des gens avec qui tu as plus de points communs. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Nous devons vraiment y aller. Réfléchis à ce que j'ai dit, d'accord? Cet appartement est un gaspillage. Avant de partir, il s'est arrêté sur le pas de la porte. Oh, et maman, la prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, appelle ma secrétaire. D'accord? Mon téléphone est saturé de notifications importantes, et parfois tes messages finissent par me distraire de questions urgentes. Après leur départ, je me suis effondré sur le canapé, fixant le bon d'achat de 10 $ dans une main et le poids de décennies de sacrifices méprisés dans l'autre. Les larmes ont coulé de manière incontrôlable. Cette nuit-là a marqué la fin de la mère que Richard connaissait, cette femme qui acceptait tout, qui se faisait toute petite pour qu'il puisse briller, qui avalait les insultes avec un sourire. À sa place, une version de moi-même que je n'avais jamais connue est née. Une femme qui voyait enfin sa propre valeur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Entre larmes d'humiliation et de rage, j'ai passé des heures à analyser chaque instant de ma vie où j'avais fait passer les besoins de Richard avant les miens. Chaque promotion que j'avais refusée parce qu'elle aurait nécessité des voyages fréquents. Chaque relation à laquelle j'avais renoncé parce que Richard avait besoin de mon attention exclusive. Chaque rêve reporté indéfiniment. Et pourquoi? Pour élever un fils qui me regardait comme si j'étais un embarras ambulant. Qui transférait 100 000 $ à sa belle-mère tout en me donnant un bon d'achat de 10 $, qui me suggérait de faire de la chirurgie esthétique pour ne pas lui faire honte. Le lendemain matin, les yeux encore gonflés, j'ai pris la première décision de ma nouvelle vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à l'application de ma banque. Sur l'écran, le solde de mon compte, 800 000 $. Richard n'avait aucune idée de ce que j'avais économisé. Pendant des années, j'avais menti sur ma situation financière. En partie parce que je ne voulais pas qu'il sache que je pouvais l'aider encore plus, ce qu'il aurait certainement exigé. En partie parce que j'avais appris très tôt que lorsque les gens pensent que vous avez de l'argent, ils commencent à vous traiter différemment. En tant que fonctionnaire de haut rang, mon salaire était confortable, surtout pour quelqu'un ayant des habitudes frugales comme les miennes. Mais pour Richard, j'étais juste une retraitée de la fonction publique, une catégorie qu'il méprisait visiblement, comme il l'avait clairement fait comprendre en suggérant que je devrais vivre avec des gens de mon propre genre. J'ai transféré 50 000 $ sur mon compte courant et j'ai planifié une consultation avec un conseiller financier pour le lendemain. Il était temps de faire travailler mon argent pour moi, et non pour mon fils ingrat. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans un monde qui avait toujours été à ma portée, mais que je n'avais jamais exploré. J'ai réorganisé mes investissements, diversifié mon portefeuille et étudié les finances personnelles. La nuit, je regardais des vidéos sur l'éducation financière, je lisais des livres et participais à des webinaires. Mon esprit, toujours vif mais sous-utilisé ces dernières années, absorbait les connaissances avec une soif insatiable.
Richard a appelé 3 fois durant cette période. La première fois, il voulait savoir si j'avais réfléchi à ses suggestions. La deuxième, il avait besoin que je co-signais des papiers pour un prêt d'équipement médical. La troisième, il voulait que je garde sa maison pendant un voyage. Ce ne sera pas possible, Richard, ai-je répondu à sa dernière demande. J'ai des engagements. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Mon fils n'avait pas l'habitude de s'entendre dire non par moi. Des engagements? Tu sors à peine de chez toi. Les choses changent, mon fils. Il a ri de cette manière condescendante qu'il avait adoptée depuis son mariage avec Camille. Laisse-moi deviner. Un loto avec les voisins? Ou est-ce une soirée spéciale pour ton feuilleton télévisé? J'ai laissé passer l'insulte sans commentaire. J'ai des réunions importantes. Des réunions? Toi? Avec qui? Avec des gens de mon propre genre, ai-je répliqué, utilisant ses propres mots contre lui. Il est resté silencieux un moment. Écoute, si tu es vexé par cette conversation sur l'appartement. Je ne suis pas vexé, Richard. Je suis occupé. Bon voyage. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter un mot. C'était la première fois depuis des décennies que je mettais fin à une conversation avec mon fils selon mes propres termes. Le mois suivant, je n'ai pas répondu à ses appels. Il laissait des messages de plus en plus irrités. Maman, nous avons besoin que ces papiers soient signés. Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est puéril de ta part. Quand je l'ai enfin rappelé, c'était pour lui dire que je ne co-signerais aucun prêt. Tu as toujours été mon garant, a-t-il protesté, indigné. Et je paie toujours pour un prêt que tu as cessé d'honorer en 2018, ai-je répondu calmement. Je ne vais pas compromettre ma retraite avec d'autres de tes dettes. De quoi parles-tu? Quelle retraite? Tu as à peine de quoi survivre. J'ai plus que ce que tu n'imagines, Richard, et j'ai bien l'intention de profiter de ce que j'ai gagné. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Tu avais de l'argent de côté et tu ne me l'as jamais dit alors que je me tuais à la tâche pour construire ma carrière? L'audace de cette remarque m'a laissé momentanément sans voix. C'était l'homme dont j'avais financé toute l'éducation, dont j'avais aidé à acheter l'appartement, dont j'avais meublé le premier cabinet. Qui a payé tes études de médecine, Richard, ton séjour à l'étranger, ton internat? C'était ton obligation, a-t-il répondu, comme si j'avais mentionné l'achat de couches pour un bébé. J'étais ton fils, ton investissement, et maintenant que je récolte enfin les fruits de mes efforts, tu viens m'embêter avec ces mesquines histoires d'argent. J'ai pris une profonde inspiration, contenant la rage qui menaçait de me consumer. Je ne vais pas me disputer avec toi, Richard. Ma décision est prise. Je ne serai plus garante pour quoi que ce soit. Tu vas le regretter, a-t-il menacé, la voix glaciale. Quand tu seras malade et seul, ne viens pas me supplier de t'aider. Comme quand j'avais une pneumonie et que tu m'as envoyé de l'argent pour un taxi au lieu de me rendre visite, ai-je demandé doucement. Il m'a raccroché au nez. Cette conversation, au lieu de me blesser, n'a fait que renforcer ma détermination. 3 mois après l'incident de l'anniversaire, j'avais un plan clair. Mes investissements affichaient des performances exceptionnelles. J'ai engagé un coach sportif pour améliorer ma santé, une conseillère en images pour renouveler ma garde-robe, et un agent immobilier pour trouver la maison de mes rêves. Je veux quelque chose qui s'impose, ai-je expliqué à l'agent, quelque chose qui reflète la réussite, la sécurité et le bon goût. Il m'a montré plusieurs propriétés, mais c'est la dernière qui a retenu mon attention. Une maison de 3 étages dans une communauté résidentielle haut de gamme. Coïncidence, la même communauté où Richard et Camille avaient acheté leur maison avec l'aide de sa mère. La propriété était affichée à 1 500 000 $. Je vais faire une offre, ai-je décidé le jour même. 1 400 000 $ au comptant. L'agent m'a regardé avec un mélange de surprise et de respect. Êtes-vous sûr de le pouvoir? Tout à fait sûr, les jeux interrompus, ouvrant mon application bancaire pour lui montrer le solde de mon compte d'investissement, désormais considérablement plus élevé grâce aux transactions fructueuses des derniers mois. L'offre a été acceptée en 48 heures. J'ai signé les papiers sans le dire à personne, pas même à ma meilleure amie Vera, la seule personne que j'avais gardée proche pendant cette transformation. Je ne lui dirai que le moment venu, et ce moment serait déterminé exclusivement par moi. 6 mois après ce funeste anniversaire, j'étais prête.
La maison avait été entièrement décorée par l'un des meilleurs designers d'intérieur de la ville. Rien d'ostentatoire, mais indéniablement élégant et sophistiqué. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai embauché une gouvernante et un jardinier. Ma garde-robe a été entièrement renouvelée avec des pièces de marque que Camille et sa mère adoraient exhiber. C'est alors que j'ai reçu un appel inattendu de Richard. « Maman, il faut qu'on parle de l'appartement », a-t-il dit sans même prendre la peine de me demander comment j'allais. J'ai trouvé un acheteur intéressé. Un acheteur pour mon appartement, ai-je demandé, sincèrement confuse. Oui, tu te souviens qu'on en avait parlé, de vendre et d'acheter quelque chose de plus petit. Eh bien, j'ai un collègue qui cherche un bien d'investissement dans ce quartier. Il propose un prix raisonnable vu l'état de l'appartement. L'audace était impressionnante. Et puis-je demander quel serait ce prix raisonnable ? 200 000 $. C'est une bonne affaire étant donné que l'immeuble n'a pas d'ascenseur et que la peinture est défraîchie. L'appartement valait facilement 450 000 $, même en ayant besoin de rénovation. Richard essayait sans vergogne de m'escroquer. Je ne suis pas intéressé par la vente, Richard. Maman, sois raisonnable, a-t-il soupiré, comme s'il s'adressait à un enfant têtu. Tu n'as pas besoin de tout cet espace, et franchement, cela devient dangereux pour quelqu'un de ton âge de vivre seul dans ce quartier. J'ai déjà réservé un appartement dans une résidence pour retraités. C'est petit, mais il y a une surveillance 24h24 et des activités de loisirs adaptées pour toi. Adaptées pour moi ? Oui. Tu sais, le loto, le tricot, ces choses que les gens de ton âge aiment. Il y a même un groupe d'études bibliques le mercredi, a-t-il ajouté, comme s'il offrait un avantage extraordinaire. J'ai pris une profonde inspiration, contenant ma rage. Richard, j'apprécie ton intérêt, mais j'ai déjà résolu ma situation de logement. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il demandé, visiblement irrité par la tournure de la conversation. J'ai déménagé. Tu as déménagé ? Où ça ? Pourquoi ne m'as-tu pas consulté ? Je ne savais pas que j'avais besoin de ta permission pour décider où vivre, mon fils, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas une question de permission. C'est une question de bon sens. Tu as 65 ans, tu vis avec une pension et tu prends des décisions majeures sans consulter personne. Alors, où as-tu déménagé d'ailleurs ? À Beverly Hills. Le silence à l'autre bout du fil fut absolu. Beverly Hills était précisément le quartier où lui et Camille avaient récemment acheté leur maison, le quartier le plus exclusif et le plus cher de la ville. C'est une sorte de mauvaise plaisanterie, a-t-il fini par demander, la voix tendue. Non, mon fils. J'ai acheté la maison au numéro 38. Au fait, j'ai cru comprendre que vous étiez au numéro 24. Nous serons voisins. Avec quel argent, a-t-il presque crié. Avec mon argent, Richard. De l'argent que j'ai mis de côté pendant des décennies pendant que tu me traitais comme une citoyenne de seconde zone. C'est impossible. Tu n'as jamais eu cette somme. Tu mens pour me provoquer. Pourquoi ne viendrais-tu pas prendre un café demain pour le constater par toi-même ? Ai-je suggéré, gardant ma voix calme. 16 heures serait parfait. Amène Camille si tu veux, et ta belle-mère aussi. Je suis sûr que Regina adorerait voir ma nouvelle maison. J'ai raccroché, éprouvant une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. La graine était semée. Il ne me restait plus qu'à attendre la récolte. Le lendemain, à 15h45, je me suis positionné stratégiquement sur le balcon de ma nouvelle maison. Je voulais observer leur arrivée pour capturer l'instant précis où la réalité les frapperait. Je portais un tailleur en soie bleu marine, des bijoux discrets mais visiblement coûteux, et mes cheveux, coupés dans un style moderne mettant en valeur mes gris naturels, étaient impeccables. À 16h03, la voiture de Richard a franchi le portail que le vigile avait ouvert après mon autorisation préalable. J'ai vu son regard confus à travers le pare-brise alors qu'il descendait lentement l'élégante rue, cherchant le numéro 38. Lorsqu'il s'est enfin arrêté devant chez moi, son expression était inestimable, un mélange de choc, d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Richard est sorti le premier, fixant la demeure de 3 étages et ses jardins méticuleusement entretenus comme s'il s'agissait d'une apparition. Camille est sortie juste après, lui murmurant quelque chose à l'oreille tout en désignant des détails de la propriété. À ma grande satisfaction, Regina, la belle-mère qui avait reçu les 100 000 $, était sur le siège arrière,
le visage crispé dans une expression qui ne pouvait être décrite que comme de la pure envie. Maman, a appelé Richard, toujours debout près de la voiture comme s'il avait peur d'approcher. Bon après-midi, mon fils, ai-je répondu calmement, descendant les marches pour les saluer. Tous les trois sont restés silencieux pendant quelques secondes, absorbant la vue de la demeurée, ce qui était plus perturbant pour eux, ma vision, je n'étais plus la femme âgée aux vêtements simples et à la posture soumise, mais une femme élégante, confiante et visiblement prospère. C'est à toi, a enfin réussi à articuler Richard, montrant la maison du geste. Oui, mon fils. Je l'ai achetée il y a 2 mois. Allez, entrons. La gouvernante a préparé un délicieux café. Une gouvernante, a répété Camille, la voix d'un octave plus haute que d'habitude. Je les ai conduits le long de l'allée en pierre vers l'entrée principale. En ouvrant la porte, j'ai révélé un hall d'entrée à couper le souffle avec un sol en marbre, un escalier courbe menant aux étages supérieurs et des œuvres d'art originales sur les murs. Hélène, c'est, commença Regina, essayant visiblement de recalibrer mentalement l'image qu'elle avait de moi. C'est magnifique, n'est-ce pas, ai-je terminé, les invitant d'un geste à me suivre dans le salon. Cela a coûté un peu plus cher que prévu initialement, mais l'agent m'a assuré que c'est un excellent investissement. Les propriétés de ce quartier ne font que prendre de la valeur. Richard regardait autour de lui comme dans un rêve éveillé. Maman, je ne comprends pas. D'où vient l'argent pour tout cela? Du même endroit d'où provient tout ce qui est dans ta vie, Richard. De mon travail. Mais cela a dû coûter 1 400 000 $. Je l'ai payé au comptant, l'ai-je informé calmement. Richard a failli trébucher sur ses propres pieds. Au comptant? 1 400 000 $. C'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible, mon fils? J'ai travaillé pendant 40 ans. J'ai économisé. J'ai investi. Contrairement à certaines personnes que je connais, je n'ai jamais dépensé plus que ce que je pouvais me permettre juste pour impressionner les autres. J'ai remarqué que les joues de Camille sont devenues très rouges. Mais tu vivais dans ce simple appartement, tu conduisais cette vieille voiture, a argumenté Camille, comme si ma simplicité passée était la preuve que je mentais. J'ai choisi de vivre modestement, Camille, pour que mon fils puisse avoir tout ce que je n'ai jamais eu. J'ai regardé Richard droit dans les yeux. École privée, séjour à l'étranger, école de médecine, internat. Rien de tout cela n'est bon marché, comme tu le sais bien. Tu aurais pu mieux vivre, a murmuré Richard, assimilant encore le choc. J'aurais pu, mais je t'ai fait passer en priorité, Richard. Une chose que tu n'as manifestement jamais appris à faire pour les autres. La gouvernante est entrée avec un plateau de café servi dans de la porcelaine fine et des pâtisseries soigneusement disposées. Regina fixait le service à café, que j'ai reconnu comme étant de la même marque qu'elle collectionnait et mentionnait fréquemment lors des déjeuners de famille. S'il vous plaît, servez-vous, ai-je proposé en m'asseyant gracieusement dans un fauteuil. Les pâtisseries viennent de cette boulangerie française du centre-ville. Celle-là même qui a préparé ton mariage, n'est-ce pas, Camille? Camille a acquiescé machinalement, cherchant toujours des yeux un défaut, quelque chose pour prouver que tout cela n'était qu'une supercherie élaborée. Alors, que pensez-vous du quartier, ai-je demandé nonchalamment. J'ai entendu dire que vous aviez acheté la maison au numéro 24. C'est près de l'aire de loisirs de la communauté, n'est-ce pas? Comment as-tu payé cela, a interrompu Richard, ignorant ma question. Sa voix tremblait d'une rage contenue. Et ne me resserre pas cette histoire d'économie. Personne n'économise assez pour acheter une demeure pareille. Tu serais surpris de ce qui est possible quand on ne dépense pas d'argent dans des futilités, ai-je répondu calmement. De plus, j'ai eu l'aide d'un excellent conseiller financier. Une recommandation d'un voisin, d'ailleurs, le même qui a aidé Regina à planifier l'achat de cette maison de plage que tu lui avais promise. Regina s'est étouffée avec son café. Pas besoin d'être embarrassée, Regina. Les investissements immobiliers sont des décisions personnelles. Je trouve juste curieux que mon fils donne 100 000 $ à sa belle-mère pour acheter une résidence secondaire tout en suggérant à sa propre mère de s'installer dans une maison de retraite. Richard a posé sa tasse sur la table avec assez de force pour fêler la soucoupe. Est-ce que tu essaies de nous humilier? C'est ça? Une sorte de vengeance tordue? Humilié? En quoi, mon fils? Tout cela, a-t-il fait un grand geste de la main. Cette maison, ces vêtements, cette attitude. Tu as toujours été simple, modeste.
Maintenant, d'un coup, tu es comme ça. Comme quoi, Richard? Réussi, confortable, digne de respect. Je me suis penché en avant, gardant ma voix maîtrisée. Ou le problème est-il que, désormais, je ne peux plus être si facilement écarté? Personne ne t'écartait, a-t-il protesté faiblement. Vraiment? Tu pourrais vendre l'appartement et faire de la chirurgie esthétique. Envisage un foyer pour des gens de ton propre genre. Appelle ma secrétaire. Tes messages me distraient de questions importantes. Si ce n'est pas écarter quelqu'un, Richard, qu'est-ce que c'est? Camille est intervenue, essayant d'apaiser la situation. Hélène, nous pensions simplement à ton bien-être. Un endroit plus petit serait plus facile à gérer pour toi toute seule. Et maintenant, je n'ai plus besoin de rien gérer toute seule, Camille. J'ai une gouvernante, un jardinier et un meilleur système de sécurité que le vôtre. Tout cela payé avec mon argent. Le même argent qui a financé la brillante carrière de mon fils ingrat. Regina, qui observait silencieusement la confrontation, a finalement pris la parole. Tu économisais de l'argent tout en vivant comme une personne humble. Pourquoi? Pourquoi pas? L'argent n'a pas besoin d'être exhibé pour avoir de la valeur, Regina. Il doit apporter la sécurité, le confort, l'indépendance. Des choses que j'ai découvertes bien plus importantes que les apparences. Richard s'est levé brusquement. Nous devons y aller. Tu as manifestement tout planifié pour nous humilier. Non, mon fils. J'ai planifié cela pour montrer ma valeur. À moi-même, avant tout. J'ai fait une pause, le regardant trembler de rage. Et je dois dire que cela fonctionne à merveille. Camille hésitait, partagée entre suivre son mari et continuer à observer le spectacle de ma transformation. Vous n'êtes pas obligé de partir, ai-je dit doucement. Je ne vous ai même pas montré l'étage. J'ai préparé une suite d'invités en pensant à vous, pour quand vous voudrez passer la nuit. L'ironie ne leur a pas échappé. C'était exactement le genre de commentaire qu'ils auraient fait, une fausse offre d'hospitalité dont nous savions tous deux qu'elle ne serait jamais acceptée. C'est ridicule, a marmonné Richard, se dirigeant vers la porte. Viens, Camille. Maman. Tu ne vas même pas me demander comment j'ai réussi à acheter cette maison dans le même quartier que toi, ai-je demandé, les suivant calmement vers la sortie. Pas même un tout petit peu curieux. Richard s'est arrêté, luttant visiblement contre sa curiosité. Comment, a-t-il finalement demandé sans se retourner. J'ai payé $100 000 de plus que le prix demandé, ai-je répondu avec un sourire. Le vendeur avait deux offres similaires, mais il a choisi la mienne parce qu'il voulait spécifiquement qu'une dame distinguée comme moi vive ici. Apparemment, certaines nouvelles familles du quartier faisaient mauvaise impression par leur comportement ostentatoire. Richard s'est retourné lentement, le visage tordu par la rage. Es-tu en train de sous-entendre que... Je ne sous-entends rien, mon fils. Je partage juste une anecdote amusante. Regina s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Je pense qu'il est préférable que nous partions. Hélène, merci pour le café. Tout le plaisir était pour moi, Regina. Nous devrions planifier un déjeuner à l'occasion. Je peux te recommander un excellent conseiller financier si tu es toujours intéressé par cette maison de plage. Son visage est devenu rouge. De colère ou de honte, je n'en étais pas sûr. Probablement les deux. Après leur départ, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils se disputaient vivement dans la voiture. Richard gesticulait furieusement. Camille semblait essayer de le calmer, et Regina gardait son regard fixé sur ma maison, son expression indéchiffrable. J'ai souri, ressentant une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. La graine de l'inconfort était plantée. Il ne me restait plus qu'à la regarder grandir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, Richard s'est présenté seul, à l'improviste. Il avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient ébouriffés, un spectacle inhabituel pour quelqu'un d'aussi obsédé par les apparences. « Est-ce qu'on peut parler ?» a-t-il demandé, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle. Je l'ai invité à entrer, le conduisant cette fois dans le bureau, une pièce élégante avec des étagères du sol au plafond rempli de livres et un bureau en acajou où je gérais mes investissements. Impressionnant, a-t-il commenté, regardant la section entière de livres d'économie et de finance. Tu es vraiment différente. Je suis moi-même, Richard,
sans me restreindre pour correspondre aux attentes des autres. Il s'est assis dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau, paraissant étrangement petit. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'argent? Pourquoi l'aurais-je fait? As-tu montré le moindre intérêt sincère pour ma vie ces dernières années? Je me suis toujours soucié de toi, a-t-il protesté faiblement. Se soucier n'est pas la même chose que respecter, mon fils. Tu te souciais de moi de la manière dont on se soucie d'un enfant ou d'un animal domestique. Quelque chose dont on s'occupe, pas quelqu'un que l'on valorise. Il a fixé ses propres mains pendant un long moment. Combien as-tu exactement? J'ai ri sans humour. C'est ce que tu viens me demander après tout cela. Non, je voulais juste. J'essaie de comprendre. Tu as acheté une maison pour près d'1,5 million au comptant. Comment? En réalité, j'ai encore près de 600 000 $ d'investis, en plus de cette maison et de ma pension complète de haut fonctionnaire. Richard a visiblement pâli. 2 millions d'actifs. Tu as 2 millions d'actifs. Approximativement. Pourquoi, cela change-t-il quelque chose? Cela change tout, a-t-il presque crié, se levant brusquement. Tu aurais pu nous aider pour la maison, pour le nouveau cabinet, pour l'équipement. Au lieu de cela, tu as tout gardé pour toi pendant que tu nous laissais nous débattre seuls. L'audace de cette remarque était si stupéfiante que j'en suis resté momentanément sans voix. C'était l'homme dont j'avais financé toute l'éducation, dont j'avais aidé à acheter l'appartement, dont j'avais meublé le premier cabinet. Nous débattre seuls, ai-je finalement répété. Richard, j'ai payé ton école privée pendant 15 ans. J'ai payé l'intégralité de tes études de médecine. J'ai payé ton internat aux États-Unis. J'ai versé la compte pour ton premier appartement. J'ai meublé ton premier cabinet. Quand exactement t'es-tu débattu seul? C'était au début. Maintenant, j'ai des dépenses plus importantes, des responsabilités, une image à maintenir. Et c'est mon problème parce que... Il m'a regardé, sincèrement choqué par ma réponse. Durant toute sa vie, j'avais toujours cédé à ses exigences. J'avais toujours fait passer ses besoins avant les miens. Tu es ma mère, a-t-il fini par dire, comme si cela expliquait tout. Oui, je suis ta mère. Pas ton compte bancaire, pas ton employé, pas ton paillasson. Je ne t'ai jamais traité comme un paillasson. Maman, j'ai besoin que tu gardes la maison pendant que nous voyageons. Maman, pourrais-tu récupérer mon costume au pressing? Maman, j'ai besoin que tu co-signes ce prêt. M'as-tu seulement demandé une fois si j'avais d'autres projets? Si je voulais faire ces choses, si j'avais mes propres rêves? Il n'a pas répondu. Et quand j'ai eu besoin de toi? Quand j'ai eu une pneumonie et que tu m'as envoyé de l'argent pour un taxi au lieu de me rendre visite? Quand j'ai eu besoin d'aide pour réparer la fuite dans mon appartement et que tu as dit que tu étais trop occupé? Quand je t'ai demandé de déjeuner avec moi pour mon anniversaire et que tu as annulé à la dernière minute parce que quelque chose d'important était survenu? Tu es injuste, a-t-il protesté, mais sans conviction. J'ai une carrière exigeante. Et j'avais une vie exigeante, Richard. T'élever seul, cumuler 2 emplois, repousser mes propres rêves pour que tu puisses réaliser les tiens. Et comment m'as-tu remercié? En suggérant que je fasse de la chirurgie esthétique pour ne pas t'embarrasser. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. C'était maladroit. Je ne le pensais pas ainsi. Mais tu l'as dit. Tout comme tu as dit que je devrais emménager dans une maison de retraite pour les gens de mon genre, comme si j'étais une sorte de citoyenne de seconde zone. Je pensais à ta sécurité, à ton bien-être. Non, Richard, tu pensais à la façon de te débarrasser d'une mère encombrante qui ne cadrait pas avec ta nouvelle vie glamour. Je me suis levé, contournant le bureau pour me tenir devant lui. Tu es devenu exactement le genre de personne que je t'ai toujours appris à ne pas être. Arrogant, matérialiste, obsédé par le statut. À cause de Camille, a-t-il demandé, la voix soudainement défensive. C'est ça? Tu ne l'as jamais aimé. Camille n'est qu'un symptôme, pas la cause. Tu as changé quand tu as commencé à croire que tu valais plus que les gens qui t'ont aidé à arriver là où tu es. Quand tu as commencé à traiter ta propre mère comme un fardeau tout en idolâtrant la famille de ta femme. Regina a des relations importantes, maman. Elle connaît des gens qui peuvent m'ouvrir des portes pour ma carrière. Et qu'est-ce que j'ai, moi, Richard? Un amour inconditionnel, des décennies de sacrifices, un soutien à chaque étape de ta vie. Qu'est-ce que cela vaut pour toi?
Il n'a pas répondu. Le silence a rempli l'espace entre nous comme un gouffre infranchissable. Sais-tu pourquoi j'ai acheté cette maison, ai-je finalement demandé. Pour m'humilier, évidemment. Pour prouver quelque chose. Non, mon fils. Je l'ai acheté parce que pour la première fois en 40 ans, j'ai décidé de vivre pour moi-même. J'ai décidé que je méritais plus que les restes de la table de ma propre famille, que je méritais le respect, de la considération, une place d'honneur dans la vie que j'ai aidé à bâtir. Richard est resté silencieux. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus seulement de la colère ou de l'indignation, mais quelque chose de plus complexe, peut-être la première lueur d'une compréhension sincère. « Qu'est-ce que tu attends de moi, alors ?» a-t-il demandé, la voix presque réduite à un murmure. « Je veux que tu vois qui je suis vraiment, Richard, pas l'image que tu t'es créée. Une vieille femme impuissante et démodée, un poids à porter. Je veux que tu comprennes que la valeur humaine ne réside pas dans la somme d'argent que l'on possède, dans les relations que l'on peut offrir ou les portes que l'on peut ouvrir. » « Et si je n'y arrive pas ?» a-t-il demandé, soudainement vulnérable. « S'il est trop tard ?» J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, aimé, pour qui j'avais tout sacrifié afin de le protéger, et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. La visite de Richard a marqué le début d'une période étrange dans nos vies. Il n'est pas revenu les jours suivants, mais je sentais sa présence, ou plutôt, je ressentais les effets de son absence délibérée. Des voisins m'ont rapporté l'avoir vu conduire lentement devant chez moi, observant la maison comme s'il tentait de concilier cette élégante demeure avec la mère qu'il avait toujours jugée insignifiante. Une semaine plus tard, j'ai reçu un somptueux bouquet de fleurs accompagné d'une simple carte « Il faut qu'on parle, Richard ». Je n'ai pas répondu. Les fleurs étaient magnifiques, mais elles ressemblaient davantage à une tentative d'acheter son pardon qu'à de sincères excuses. 3 jours plus tard, il a réessayé, cette fois avec une boîte de chocolat fin provenant d'une pâtisserie française que j'avais mentionnée apprécier des années auparavant, bien avant qu'il ne commence à me traiter comme une nuisance. La carte disait « S'il te plaît, maman, 5 minutes ». Je n'ai toujours pas répondu. Ce n'était pas de la cruauté de ma part, mais de l'autopréservation. Pendant des décennies, j'avais laissé Richard dicter les termes de notre relation. Quand il voulait de l'attention, je lui en donnais. Quand il avait besoin d'aide, je lui en offrais. Quand il m'écartait, je l'acceptais en silence. C'était terminé. Si nous devions reconstruire une quelconque relation, ce serait sur des bases plus égalitaires. Le 10e jour de son silence officiel, et après la 20e livraison de cadeaux et désormais de petites attentions quotidiennes laissées à ma gouvernante, j'ai reçu une visite inattendue. Camille était à ma porte, seule, visiblement nerveuse. « Hélène » m'a-t-elle salué formellement. « Est-ce qu'on peut parler ?» Je l'ai invitée à entrer, observant à quel point elle semblait différente, moins arrogante, plus réservée. Son regard parcourait chaque détail de la maison avec une expression mêlant admiration réticente et quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Richard ne sait pas que je suis ici », a-t-elle confessé alors que nous étions assises dans le salon. Il serait furieux s'il l'apprenait. « Pourquoi ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. « Parce qu'il est détruit. » Camille a hésité, choisissant ses mots avec soin. Pas à cause de l'argent ou de la maison, même si cela a été un choc, mais parce qu'il réalise enfin comment il t'a traité ces dernières années. C'est ce qu'il t'a dit? Pas en ces termes exacts. Mais il ne dort plus, mange à peine. Il passe son temps à regarder de vieilles photos de vous deux quand il était enfant. Elle a fait une pause. Je l'ai trouvé en train de pleurer dans le bureau hier soir, en regardant une photo de toi lors de son 10e anniversaire. Pour cet anniversaire, j'avais cumulé 2 emplois pendant 3 mois afin de pouvoir lui offrir la fête qu'il voulait avec tous ses amis d'école. Ce souvenir m'a procuré un élan de douleur. Richard est un homme fier, a continué Camille. Peut-être trop fier. Il ne sait pas comment s'excuser, surtout quand il sait que ce qu'il a fait est impardonnable. Et toi, ai-je demandé directement. As-tu également réalisé quelque chose sur la manière dont tu m'as traité? Camille a rougi profondément. Oui, j'ai été horrible avec toi, Hélène. Dès le début, je t'ai traité comme si tu avais moins d'importance, moins de valeur simplement parce que tu n'avais pas le statut social de ma famille ou du moins celui que je pensais qu'elle avait. Pensais? Elle a esquissé un sourire sans joie. Ma mère est furieuse depuis qu'elle a appris pour cette maison. Pas après toi, après mon père. Apparemment,
ses investissements solides ne le sont pas tant que cela. L'entreprise est en difficulté depuis des années, et il le lui a caché. Camille a secoué la tête. L'ironie est que toi, qui as toujours vécu simplement et honnêtement, as plus de sécurité financière que mes parents, qui vivent en affichant leur richesse. L'argent est trompeur, ai-je commenté. Souvent, ceux qui l'exhibent le plus sont ceux qui en ont le moins. Je l'ai appris à mes dépens, a-t-elle hésité, nerveuse. Hélène, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne te le demande même pas. Je suis juste venu te dire que Richard est sincèrement désolé, même s'il ne sait pas comment l'exprimer. Et qu'attend-il de moi à présent? Mon argent? Non. Camille semblait sincèrement horrifiée. Il n'a même pas reparlé d'argent. Il veut juste retrouver sa mère. J'ai regardé Camille, cette femme qui, pendant des années, m'avait traité comme un obstacle encombrant, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué chez elle auparavant. De la vulnérabilité, et peut-être même un remords sincère. Tu peux dire à Richard que je suis disposé à parler, ai-je finalement dit. Mais pas ici. Sur un terrain neutre. Il sera tellement soulagé. Merci, Hélène. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, je lui ai posé une dernière question. Camille, pourquoi fais-tu cela? Est-ce Richard qui te l'a demandé? Elle s'est retournée, les yeux soudainement humides. Non, je fais cela parce que depuis 2 semaines, je ne reconnais plus mon mari. Parce qu'il ne sourit plus, ne dort plus, mange à peine. Parce qu'il regarde de vieilles photos et marmonne, comment ai-je pu lui faire ça? Parce que... Elle a hésité, déglutissant difficilement. Parce que quoi, ai-je insisté doucement. Parce que je suis enceinte. 3 mois. Et je ne veux pas que mon enfant grandisse en pensant qu'il est acceptable de traiter les gens de la manière dont nous t'avons traité. La nouvelle m'a frappé comme un coup de foudre. J'allais être grand-mère. Un petit enfant était en chemin. Une nouvelle vie qui n'était pas responsable des erreurs du passé. Félicitations, Camille, ai-je réussi à dire, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Merci. Nous ne l'avons encore dit à personne, pas même à ma mère. Elle a souri tristement. Après le départ de Camille, je suis resté assise seule sur le balcon, assimilant la nouvelle. Un petit enfant, une nouvelle génération, une chance peut-être de faire les choses différemment. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé Richard dans un café discret du centre-ville, comme convenu. Il était déjà là à mon arrivée, assis à une table en retrait dans un coin. On aurait dit qu'il avait vieilli de plusieurs années en seulement quelques semaines, des cernes profonds, des rides d'expression inédites, la posture voûtée de quelqu'un qui porte un fardeau invisible. Maman, s'est-il levé à mon approche, la voix tremblante. Merci d'être venu. Bonjour, Richard, ai-je salué en m'asseyant en face de lui. Il m'a observé un instant, comme s'il me voyait véritablement pour la première fois depuis des années. Tu as l'air différente, pas seulement pour les vêtements ou les cheveux. C'est quelque chose de plus profond. Cela s'appelle le respect de soi, mon fils. J'ai découvert que c'est un excellent accessoire. Il a souri faiblement, le premier sourire sincère que je voyais sur son visage depuis bien longtemps. As-tu toujours eu cet esprit, cet humour piquant? Toujours. Tu n'y prêtais simplement pas attention. Son sourire s'est évanoui. Tu as raison. Je ne prêtais pas attention à beaucoup de choses. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Richard remuait nerveusement son café, évitant mon regard. Camille m'a parlé du bébé, ai-je finalement dit pour briser la glace. Il a levé les yeux, surpris. Elle est venue te voir? Oui, elle s'inquiétait pour toi. Elle n'aurait pas dû. Elle a fait ce que tu aurais dû faire depuis longtemps, Richard. Elle a reconnu ses torts et s'est excusée. Il a baissé la tête, honteux. Je ne savais pas par où commencer, quoi dire, comment expliquer quelque chose que je ne comprends pas entièrement moi-même. Que dirais-tu de commencer par le début, ai-je suggéré. Pourquoi, Richard? Pourquoi as-tu commencé à me traiter comme un fardeau, un embarras? Ai-je fait quelque chose pour mériter cela? Il a pris une profonde inspiration, les yeux humides. Non, tu n'as fait que tout donner pour moi. Il a fait une pause, luttant visiblement pour trouver ses mots. Je pense que cela a commencé quand j'ai rencontré Camille et sa famille. Ils avaient tout ce que j'avais toujours désiré. Le statut, les relations,
une certaine élégance sociale. Pour la première fois, j'étais accepté dans des cercles qui m'avaient toujours semblé inaccessibles, et je ne cadrais pas avec cette nouvelle image, ai-je terminé pour lui. Ce n'était pas toi, a-t-il insisté, avant de se corriger. Enfin, si, mais pas de la manière dont tu le penses. J'avais honte, oui, mais pas de toi personnellement. J'avais honte de mes origines, de notre lutte, de notre passé de privation. Notre histoire de dépassement de soi, tu veux dire? Oui. Mais je ne le voyais pas ainsi à l'époque. Je ne voyais que le contraste entre la vie que nous avions eue et celle que la famille de Camille avait toujours connue. Et plus il m'acceptait, plus je ressentais le besoin de me distancier de mon passé, de ma simplicité, de toi. Il a hoché la tête, une larme s'échappant enfin. De celle qui m'aimait le plus, de celle qui avait tout sacrifié pour moi. J'ai été un monstre, maman. Oui, tu l'as été, ai-je acquiescé sans détour. Tu m'as traité comme si je n'étais rien, comme si tous mes sacrifices ne valaient rien face au nom de famille prestigieux de ta belle-mère ou aux relations de ton beau-père. Je sais, a-t-il chuchoté, une autre larme roulant sur sa joue. Et je ne sais pas si je pourrai jamais me le pardonner. Il ne s'agit pas de ton pardon, Richard. Il s'agit du mien, et je ne suis pas sûr de pouvoir te l'accorder pour le moment. Il a levé les yeux, surpris. Tu ne peux pas me pardonner? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que je n'en étais pas sûr. Le pardon est un voyage, mon fils, pas une destination. Et certaines blessures sont trop profondes pour guérir rapidement. Que puis-je faire, a-t-il demandé, la voix brisée. Comment puis-je réparer cela? Je ne sais pas si c'est possible, ai-je répondu honnêtement. Certaines choses, une fois brisées, ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. On peut recoller les morceaux, mais les fêlures resteront toujours visibles. Il n'y a donc aucun espoir pour nous? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que nous ne serions plus ce que nous étions avant. Peut-être pouvons-nous construire quelque chose de différent, de nouveau, basé sur le respect mutuel, et non sur l'obligation ou la culpabilité. Richard a hoché la tête lentement, assimilant mes paroles. Camille a dit que tu étais censée être la première au courant pour le bébé, si les choses avaient été différentes. Oui, elle l'a mentionné. Tu vas être grand-mère, a-t-il dit, comme s'il testait les mots. Oui, je le sais. J'ai fait une pause, pesant soigneusement ce que j'allais dire ensuite. Et quel genre de grand-mère serais-je, Richard? Celle à qui l'on rend visite pendant les vacances par obligation? Celle qui reçoit des photos de temps en temps mais qui n'est jamais réellement incluse ou présente dans la vie de cet enfant? Ou une véritable présence? Je veux que tu fasses partie de sa vie, pour de bon. Vouloir est facile, Richard. Agir en conséquence est la partie difficile. Il a tendu une main hésitante à travers la table, un geste suppliant. Est-ce qu'on peut essayer? S'il te plaît, pas pour ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, mais pour ce que nous pouvons devenir à partir de maintenant. J'ai regardé cette main, la même main que j'avais tenue lorsqu'il avait fait ses premiers pas, la même main que j'avais embrassée le jour de sa remise de diplôme, la même main qu'il avait si souvent retirée de la mienne récemment. Lentement, j'ai posé ma main sur la sienne. Nous allons essayer, ai-je finalement accepté. Pas pour toi. Pas pour moi, mais pour cet enfant qui s'annonce. Elle mérite de connaître sa grand-mère, sa véritable grand-mère, pas la caricature que tu t'étais créée. Richard a serré ma main, ses larmes coulant désormais librement. Merci, maman. Je vais essayer d'être meilleur pour toi, pour mon enfant, pour tout le monde. N'essaie pas, ai-je répondu fermement. Sois-le. Il y a une différence. Dans les mois qui ont suivi notre conversation au café, j'ai été témoin d'une transformation progressive chez Richard. Les changements ont commencé subtilement. Des messages plus fréquents pour prendre de mes nouvelles, des invitations sincères à déjeuner ou dîner, de petits gestes pleins de considération. Ce ne fut pas un processus parfait. Il y eut des rechutes, des moments où l'ancien Richard refaisait surface, comme lorsqu'il supposait automatiquement que je serais disponible pour garder sa maison pendant un déplacement professionnel, ou lorsqu'une remarque condescendante sur ma sophistication nouvellement acquise lui échappait. Mais contrairement à avant, il remarquait désormais ses erreurs, s'excusait et s'efforçait de faire mieux. Camille, étonnamment, a été un moteur essentiel dans cette évolution. À mesure que sa grossesse avançait, elle semblait de plus en plus déterminée à nouer une relation authentique avec moi.
Cela a commencé par de petites invitations pour l'aider à choisir les couleurs de la chambre du bébé, ou pour l'accompagner à ses examens prénataux lorsque Richard ne le pouvait pas. Je sais que je ne mérite pas ta générosité, m'a-t-elle dit lors d'une de ses sorties, mais merci de m'accorder une seconde chance. Regina, la belle-mère qui avait reçu 100 000 $ tandis que j'avais droit à un bon d'achat de 10 $, est restée distante pendant un certain temps. Lorsque nous nous sommes enfin revus lors d'un déjeuner chez Richard et Camille, elle est apparue bien plus réservée qu'à son habitude. Ta maison est vraiment impressionnante, Hélène, a-t-elle commenté pendant le repas, visiblement mal à l'aise. Camille m'a dit que tu possédais une remarquable collection d'art contemporain américain. En effet, ai-je répondu calmement. J'ai commencé cette collection il y a quelques mois. J'ai découvert que j'avais un œil naturel pour cela. Impressionnant, a-t-elle murmuré, peinant visiblement à réconcilier l'image qu'elle s'était faite de moi avec la réalité qui se présentait à elle. Richard observait notre échange avec une anxiété visible. Maman est bien plus que ce que chacun de nous a pu imaginer, a-t-il déclaré, dans un rare élan de défense publique. Elle l'a toujours été. C'était un moment modeste, mais significatif. Pour la première fois, mon fils me voyait réellement, et défendait ma valeur devant les autres. Lorsque Camille est entrée dans son 7e mois de grossesse, Richard a formulé une demande inattendue. Nous prenions un café sur mon balcon, profitant de la brise du soir, lorsqu'il a mentionné nonchalamment, nous réfléchissons au prénom pour le bébé. Si c'est une fille, nous aimerions l'appeler Hélène. La surprise a dû se lire sur mon visage, car il s'est empressé d'ajouter, seulement si tu l'autorises, bien sûr. Je comprendrais que tu trouves cela étrange. Pourquoi Hélène ? Ai-je demandé, m'efforçant de garder ma voix stable malgré l'émotion soudaine. Parce que nous voulons que notre fille possède la force, l'intégrité et la persévérance de sa grand-mère, a-t-il répondu simplement. Nous voulons qu'elle sache d'où elle vient, qu'elle connaisse sa véritable histoire, et non la version tronquée que j'ai bien failli imposer. J'ai dégluti difficilement, refoulant mes larmes. J'en serais honoré, Richard. Il a souri, d'un sourire sincère que je voyais rarement sur son visage d'adulte. Merci, maman. Au cours du 8e mois, il s'est produit une chose qui aurait été impensable un an plus tôt. Camille m'a appelé en panique. Elle avait des contractions prématurées et Richard assistait à une conférence dans un autre état. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je ne veux pas appeler ma mère. Elle va paniquer et ne fera qu'aggraver les choses. J'arrive immédiatement, ai-je répondu sans hésiter. Je suis arrivé en 15 minutes, trouvant Camille pâle et terrifiée. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai tenu sa main tandis qu'elle gérait ses contractions par la respiration. J'ai peur, a-t-elle avoué. C'est trop tôt. Tout va bien se passer, l'ai-je rassuré avec une conviction que je ne me connaissais pas. Tu es forte, Camille, et cette petite fille est ma petite fille. Elle a du sang de guerrière dans les veines. À l'hôpital, je suis resté à ses côtés durant les examens, le monitoring, les consultations avec les spécialistes. Lorsque le médecin a enfin confirmé qu'il s'agissait simplement de contractions de Braxton X, un faux travail, et que Camille tout comme le bébé allait bien, j'ai pleuré de soulagement à ses côtés. Merci d'être là, m'a-t-elle dit en me serrant la main. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est à cela que sert la famille, ai-je répondu, nous surprenant toutes les deux. Richard est arrivé quelques heures plus tard, pâle d'inquiétude. Il nous a trouvés dans la salle d'attente, Camille ayant déjà reçu son bon de sortie, discutant calmement. Ça va, a-t-il demandé en serrant prudemment sa femme dans ses bras. Et le bébé ? Nous allons parfaitement bien, l'a rassuré Camille. Ta mère s'est occupée de tout. Elle a été incroyable. Richard m'a regardé avec une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Merci, maman, d'avoir été là quand je ne le pouvais pas, j'ai toujours été là, mon fils, ai-je répondu doucement. Tu ne me voyais simplement pas, sur le chemin du retour, installé à l'arrière de la voiture, j'ai entendu Richard murmurer à Camille, je ne mérite pas cette femme comme mère. Non, a convenu Camille. Mais tu peux commencer à la mériter dès à présent. Lorsque la petite Hélène est née, pile le jour de son terme pour le plus grand soulagement de tous, j'ai été la première personne que Richard a appelée après l'accouchement. Pas Regina, pas le père de Camille, mais moi. Elle est parfaite, maman, a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion au téléphone. Elle a tes yeux et ton menton têtu.
Je suis arrivé à l'hôpital en apportant un petit ours en peluche. Ce n'était pas un cadeau extravagant, juste quelque chose de simple et de significatif. Quand je suis entré dans la chambre et que j'ai vu mon fils tenir ce minuscule paquet rose, quelque chose a basculé. Toutes les rancœurs, tous les ressentiments, toute la douleur accumulée au fil des années ont semblé s'effacer un instant. « Veux-tu la tenir ?» a demandé Richard, me tendant déjà le bébé. J'ai pris ma petite fille dans mes bras, contemplant ce visage parfait, ses yeux curieux qui semblaient déjà observer le monde avec intensité. « Bonjour, Hélène » ai-je chuchoté. « Je suis ta grand-mère, et tu ne douteras jamais, au grand jamais, de ta valeur. » Richard a posé une main sur mon épaule, un geste simple mais lourd de sens. « Elle aura la meilleure grand-mère du monde, et cette fois, je promets que tout le monde le saura. » Tout en berçant cette nouvelle vie dans mes bras, j'ai pensé au chemin qui m'avait mené jusqu'ici. La douleur, l'humiliation, le courage qu'il avait fallu pour exiger enfin le respect. Ce n'était pas un conte de fées au dénouement parfait. C'était quelque chose de plus complexe, de plus réel, une réconciliation imparfaite, un nouveau départ construit sur les ruines de l'ancien. Dans les jours qui ont suivi la naissance d'Hélène, j'ai observé la dynamique familiale se modifier subtilement. Regina s'est présentée à l'hôpital, bien sûr, chargée de cadeaux coûteux et extravagants, cherchant visiblement à capter l'attention et à s'imposer. Mais j'ai remarqué que Richard et Camille maintenaient des limites fermes, polies mais sans équivoque. « Maman, nous apprécions ces vêtements de créateur, mais nous n'en avons vraiment pas besoin d'autant, » a dit gentiment mais fermement Camille. « Hélène va grandir vite, et nous préférons des choses plus pratiques pour l'instant. »« Mais elle doit être présentable » a protesté Regina, jetant un regard lourd de sens vers le simple ours en peluche que j'avais apporté. L'apparence est importante dès le plus jeune âge. L'apparence est la moins importante des qualités que nous souhaitons enseigner à notre fille, a répliqué Richard, à ma grande surprise. Nous voulons qu'elle apprécie le fond plutôt que la forme, exactement comme ma mère l'a toujours fait. La stupeur sur le visage de Regina était impayable. Ce qui m'a encore plus surprise, c'est que Richard n'a pas reculé ni adouci sa position comme il l'aurait fait autrefois. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux avec le bébé, j'ai été invité à rester quelques jours pour les aider. J'ai d'abord hésité, ne voulant pas m'imposer, mais Camille a insisté. « S'il te plaît, Hélène » a-t-elle demandé avec une sincérité qui m'étonnait encore. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les bébés, pas de quelqu'un qui veut juste afficher sa petite fille sur les réseaux sociaux. » J'ai accepté, et ces journées ont été révélatrices. J'ai vu à quel point Richard s'efforçait sincèrement d'être un père présent, même épuisé après de longues journées à l'hôpital. J'ai vu Camille lutter contre ses propres insécurités, essayant d'être une mère différente du modèle qu'elle avait connu. Et j'ai vu comment, en silence, ils commençaient tous deux à m'estimer non pas simplement comme une grand-mère bien pratique, mais comme une source de sagesse et de soutien. « Comment faisais-tu quand j'étais bébé ?» m'a demandé Richard une nuit alors qu'il tentait de calmer une Hélène en larmes et inconsolable. « Étais-je comme ça moi aussi ? Pire, ai-je répondu avec un sourire. Tu ne te calmais que lorsque je te chantais cette vieille berceuse. Tu te souviens de celle que ma grand-mère m'avait apprise. » Richard m'a regardé, un souvenir lointain remontant dans ses yeux. Celle avec les étoiles et les petits bateaux. C'est celle-là. Tu t'en souviens encore? J'ai tendu les bras, prenant la petite Hélène. J'ai commencé à chanter doucement la même mélodie qui avait bercé mon fils des décennies plus tôt. Le bébé s'est arrêté de pleurer presque instantanément, ses petits yeux fixés sur moi alors que ma voix et un léger balancement l'apaisaient. « C'est presque magique », a murmuré Camille, observant la scène avec admiration. « Ce n'est pas de la magie », ai-je répondu. « C'est de la connexion. C'est un amour inconditionnel qui se transmet de génération en génération. » Richard contemplait la scène, des larmes au bord des yeux. Plus tard, alors que Camille et Hélène s'étaient enfin endormies, il m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer du thé. « Maman » a-t-il commencé, la voix tremblante. « Comment peux-tu être là à nous aider après tout ce que nous t'avons fait ?» J'ai réfléchi mûrement avant de répondre. « Je ne suis pas là pour toi, Richard, ni même pour Camille. Je suis là pour Hélène, pour moi-même, et pour le genre de famille que je souhaite aider à construire à partir de maintenant. » « Tu ne m'as toujours pas complètement pardonné » a-t-il observé. Ce n'était pas une accusation, juste un constat. Le pardon est un processus, mon fils, pas un événement unique. Je suis en chemin, mais certaines blessures mettent très longtemps à cicatriser complètement.
Il a hoché la tête, acceptant ma franchise. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas seulement la manière dont je t'ai traité ces dernières années. C'est de penser à tout ce que j'ai perdu. Les conversations que nous aurions pu avoir, les conseils que j'aurais pu recevoir, les moments que j'ai gâchés parce que j'étais trop occupé à essayer d'impressionner des gens qui ne se souciaient pas réellement de moi. On ne peut pas rattraper le temps perdu, ai-je répondu doucement. Mais nous pouvons décider de la manière dont nous utiliserons le temps qu'il nous reste. Penses-tu que nous pourrons un jour avoir la relation que nous aurions dû avoir? J'ai regardé mon fils, non plus le neurochirurgien arrogant qui m'avait humilié le jour de mon anniversaire, mais l'homme vulnérable et repentant qui s'efforçait de retrouver son chemin. Non, ai-je répondu honnêtement. Nous ne pouvons pas avoir la relation que nous aurions dû avoir, mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau, basé sur ce que nous sommes aujourd'hui, et non sur ce que nous étions hier. Il a assimilé mes paroles en silence, avant de hocher la tête. Merci de ne pas m'avoir abandonné, maman, même quand je le méritais. Dans les mois qui ont suivi, notre relation a continué d'évoluer, non sans difficulté, bien sûr. Il y eut des obstacles, des retours occasionnels aux vieux réflexes. Richard avait encore des éclairs d'arrogance. Camille laissait parfois transparaître des traces de l'élitisme dans lequel elle avait été élevée, mais la différence cruciale résidait dans le fait que désormais, lorsque cela se produisait, il y avait une prise de conscience. Il y avait des excuses sincères. Il y avait un réel effort pour s'améliorer. Regina, en revanche, a eu plus de mal à s'adapter. Le changement de dynamique familiale, où elle n'était plus la figure matriarcale suprême, la mettait visiblement mal à l'aise. Hélène passe beaucoup de temps avec le bébé, l'ai-je entendu commenter un jour auprès d'une de ses amies. C'est presque comme si elle essayait de s'approprier ma petite fille. Notre petite fille, Regina, ai-je corrigé calmement, entrant dans la pièce à ce moment précis. Et je ne m'approprie personne. Je suis simplement une grand-mère. Elle a rougi, prise au dépourvu. Je ne voulais pas dire. C'est juste que tu sembles très présente ces derniers temps. Tout comme toi, ai-je répliqué, gardant ma voix neutre. Heureusement, Hélène a assez d'amour pour toutes ses grand-mères. C'était un petit moment de confrontation, mais révélateur. Regina a réalisé qu'elle ne pouvait plus parler de moi comme si j'étais absente, ni me dénigrer sans conséquence. La situation financière de Regina et de son mari a également connu d'importants bouleversements durant cette période. Les difficultés que Camille avait évoquées sont devenues publiques lorsque l'entreprise de son père a déposé le bilan. Soudain, les déjeuners extravagants et les cadeaux onéreux ont cessé. La maison de plage, qui n'avait jamais été achetée, est devenue un rêve encore plus lointain. Nous traversons une phase de restructuration, expliquait Regina, s'efforçant de sauver les apparences. C'est juste un problème temporaire de trésorerie. Mais les rumeurs dans leurs cercles sociaux racontaient une toute autre histoire, celle d'investissements ratés, de dettes accumulées, d'une façade de prospérité qui masquait des années de mauvaise gestion financière. Dans un étrange retour des rôles, Richard et Camille venaient désormais parfois en aide à Regina et son mari, non pas avec de grosses sommes comme les 100 000 $ qu'ils lui avaient offerts autrefois, mais par de petits gestes pratiques, payer un dîner, proposer de régler certaines factures. C'est ironique, n'est-ce pas, m'a fait remarquer Camille un après-midi alors que nous regardions Hélène jouer dans mon jardin. Mes parents semblaient toujours si invincibles, comme si l'argent et le statut social étaient garantis. À présent, je vois bien que tout cela n'était qu'une illusion. L'argent est ainsi fait, ai-je répondu, songeant à mes propres choix de vie. Il va et vient. Ce qui reste, c'est le caractère, les liens que nous tissons, l'impact que nous laissons sur les vies que nous touchons. Camille m'a regardé avec une expression mêlant admiration et tristesse. Tu as toujours su cela, n'est-ce pas? Pendant que nous étions tous occupés à courir après le statut social, tu bâtissais quelque chose de réel. Ce ne fut pas toujours un choix conscient, ai-je admis. Au début, j'ai économisé par nécessité. Plus tard, par habitude. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé que j'avais construit de la sécurité là où d'autres ne construisaient que des apparences. Pour les 2 ans d'Hélène, Richard et Camille ont organisé une célébration intimiste, réservée à la famille proche et à quelques amis chers. Et à ma grande surprise, j'ai été invité à participer aux préparatifs dès le départ. Nous voulons quelque chose de porteur de sens, pas d'ostentatoire, a expliqué Richard. Quelque chose qui reflète de vraies valeurs, pas une fausse sophistication. La fête s'est déroulée dans mon jardin, un choix qui aurait été impensable un an plus tôt.
Regina s'est présentée avec un cadeau emballé de manière élaborée, une poupée importée très chère qu'Hélène était trop jeune pour apprécier. Elle s'attendait visiblement à être le centre de l'attention. À la place, elle a pu constater à quel point sa fille et son gendre avaient changé, comment cette petite fête était empreinte de sens plutôt que d'extravagance, et comment la grand-mère maternelle, autrefois un embarras à cacher, était désormais traitée avec un respect évident. Ses opinions écoutées, sa présence visiblement chérie. Après le départ des invités, il ne restait plus que nous, Richard, Camille, la petite Hélène et moi, assis sur le balcon alors que le soleil se couchait. « Merci, maman », a dit doucement Richard, brisant le silence confortable. « Pour cette maison, pour cette journée, pour tout. »« Tu n'as pas besoin de me remercier », ai-je répondu machinalement. « Si, j'en ai besoin », a-t-il insisté. « Pendant longtemps, j'ai cru que t'accorder de l'importance était une obligation, quelque chose à faire par convenance ou par coutume. À présent, je comprends que c'est un privilège. » Camille, qui tenait Hélène endormie dans ses bras, a acquiescé. « J'espère qu'un jour notre fille me regardera avec le même respect que Richard apprend à avoir pour toi, qu'elle verra de la valeur au-delà des apparences, du fond au-delà de la forme. Elle le fera, les ai-je assurés. Parce que vous le lui apprenez chaque jour par vos choix, par vos actions. En regardant ma famille, cette nouvelle version de ma famille reconstruite sur les ruines de la déception et du ressentiment, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Ce n'était pas un dénouement parfait. Richard avait encore un long chemin à parcourir pour prouver la constance de son remords. Camille luttait encore contre les valeurs biaisées de son éducation. Regina ne changerait probablement jamais tout à fait. Mais quelque chose de fondamental s'était produit. J'avais retrouvé ma voix, ma force, ma dignité. Je n'étais plus la mère embarrassante à dissimuler, la vieille femme à tolérer, la parente pauvre dont on a honte. J'étais Hélène, une femme de valeur méritant le respect, capable de poser des limites et de défendre sa propre importance. Et ma petite fille, la petite Hélène, grandirait en le sachant. Elle grandirait en voyant sa grand-mère comme un modèle de force, et non comme une note de bas de page dans l'histoire de la famille. Elle grandirait en comprenant que la véritable valeur découle du caractère, non d'un compte en banque. Que le respect se gagne par les actes, et non par les apparences. 1 an et demi après la naissance d'Hélène, ma vie avait trouvé un nouvel équilibre. Ma relation avec Richard et Camille continuait de se développer, toujours imparfaite, encore ponctuée de rares moments de tension, mais sans conteste bien meilleur. La petite Hélène, qui gazouillait désormais ses premiers mots et faisait ses premiers pas incertains, était devenue une présence constante dans mon foyer. Richard et Camille me l'amenaient régulièrement, la laissant souvent sous ma garde pendant qu'ils faisaient des courses. « Es-tu sûr que cela ne te dérange pas ?» demandait toujours Camille, même si elle connaissait la réponse. « Me déranger ? Ce sont mes moments préférés de la semaine, répondais-je honnêtement. La relation entre Richard et Regina, en revanche, s'était notablement refroidie. Non pas sous mon influence, je n'ai jamais demandé ni suggéré qu'il s'éloigne de sa belle-mère, mais comme une conséquence naturelle du changement de ses propres perspectives. Elle fait encore des commentaires condescendants sur ta simplicité, m'a-t-il dit un après-midi, visiblement agacé après un déjeuner chez ses beaux-parents. Comme si vivre sans ostentation était une sorte de défaillance morale. Regina est le produit de son éducation, tout comme nous le sommes tous, ai-je répondu, m'efforçant de garder une certaine hauteur de vue. Elle mesure la valeur des gens à ce qu'ils peuvent afficher, et non à ce qui importe vraiment. Malgré tout, je n'ai pas besoin d'exposer ma fille à ses valeurs, a-t-il affirmé fermement. C'est dans ce contexte que j'ai reçu une visite inattendue. J'étais chez moi en train d'organiser des albums de photos de la petite Hélène lorsque ma gouvernante a annoncé « Madame Regina est là, madame. » Elle dit qu'elle doit vous parler de toute urgence. Surprise, j'ai autorisé son entrée. Regina est apparue sur le pas de la porte du salon, visiblement mal à l'aise, paraissant plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue. Son air habituel de supériorité avait fait place à quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. « Hélène » a-t-elle salué formellement. « J'espère que je ne te dérange pas, pas du tout » ai-je répondu, l'invitant à s'asseoir d'un geste. « Aimerais-tu un café ?» Elle a acquiescé, visiblement nerveuse, pendant que nous attendions que la gouvernante apporte le plateau. Un silence pesant s'est installé entre nous. Regina regardait autour d'elle, observant les détails de mon salon, le mobilier élégant mais sans ostentation, les œuvres d'art soigneusement sélectionnées, cette atmosphère de prospérité tranquille. « Tu as une très belle maison »
a-t-elle finalement commenté. Chaleureuse et pourtant sophistiquée. Merci, ai-je répondu, sincèrement surprise par le compliment. Le café est arrivé, et après quelques instants de conversation superficielle, Regina en est enfin venue au motif de sa visite. Je suis venu te demander ton aide, a-t-elle dit brusquement, semblant forcer les mots à sortir. Et je sais que je n'ai aucun droit de te demander cela, étant donné comment les choses se passaient autrefois. J'ai attendu en silence, lui laissant l'espace nécessaire pour poursuivre. La situation financière de mon mari s'est considérablement détériorée, a-t-elle expliqué, les yeux fixés sur sa tasse de café. L'entreprise a fait faillite. Nous vendons la maison pour éponger les dettes, et je ne sais pas quoi faire. Cette confession a visiblement dû lui coûter énormément. Pour une femme qui avait construit toute son identité autour du statut social et de l'apparence de la richesse, admettre la ruine financière s'apparentait presque à un aveu de défaite morale. Je suis vraiment désolé d'apprendre vos difficultés, ai-je répondu sincèrement. Mais je ne comprends pas comment je peux t'aider. Elle a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. J'ai besoin de conseils sur la façon de vivre avec moins, sur la façon de gérer de vraies finances, et non de simples apparences. Et je ne connais personne qui ait mieux réussi cela que toi. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. La femme qui m'avait méprisé pour ma simplicité venait à présent me demander conseil sur la manière de vivre sans ostentation. Es-tu en train de me demander des conseils financiers, ai-je demandé, voulant m'assurer d'avoir bien compris. Oui, a-t-elle confirmé, les joues rougies par la honte. Richard a mentionné que tu avais un conseiller financier exceptionnel, et que même avant cela, tu avais toujours été prudente avec l'argent. J'ai pesé sa situation un instant. Il aurait été facile, tentant même, de refuser, de lui renvoyer un peu de cette froideur et de ce dédain qu'elle m'avait témoigné durant des années. Mais quel genre d'exemple cela donnerait-il à ma petite fille? Quelle leçon cela transmettrait-il sur la compassion et le dépassement de l'adversité? Je peux te présenter mon conseiller, ai-je dit finalement, et je peux partager avec toi quelques stratégies qui ont fonctionné pour moi au fil des ans. Regina a levé les yeux, visiblement surprise par ma volonté de l'aider. Je t'en serai extrêmement reconnaissante. Mais je dois te poser une question, Regina. Viens-tu à moi uniquement par nécessité financière, ou y a-t-il autre chose? Elle est restée silencieuse un long moment, semblant sous-peser la question. Au départ, oui, c'était par nécessité, a-t-elle fini par admettre. Mais il y a autre chose. J'ai observé Richard et Camille ces derniers mois, j'ai vu comment ils ont changé, comment ils semblent plus heureux, plus centrés sur l'essentiel, et j'ai compris que cela avait un rapport avec l'influence que tu as eue sur eux. Je ne sais pas si je mérite ce crédit, ai-je répondu honnêtement. Si, tu le mérites, a-t-elle insisté. Il parle de valeurs différentes à présent. De l'éducation d'Hélène pour qu'elle comprenne que le caractère importe plus que les biens matériels. De la construction de relations réelles, et non de connexions stratégiques. Elle a fait une pause, visiblement mal à l'aise. Ce sont des choses que je n'ai pas apprises à Camille, des choses auxquelles je n'accordais pas de valeur. Sa sincérité m'a prise au dépourvu. Pour la première fois, je ne voyais plus en Regina la belle-mère arrogante qui avait favorisé l'éloignement de mon fils, mais une femme confrontée à l'effondrement de tout le système de valeurs auquel elle avait cru. Il n'est jamais trop tard pour réapprendre ses priorités, ai-je dit doucement. Crois-moi, je le sais par expérience. Dans les mois qui ont suivi, Regina et moi avons développé une relation improbable. Nous n'étions pas amis, il y avait trop de passifs pour cela. Mais nous avons trouvé un respect mutuel qui aurait été impensable auparavant. Je l'ai aidé à traverser cette transition vers une vie moins opulente, à identifier ce qu'il était vraiment important de conserver et ce qui ne relevait que du paraître. Son mari a fini par décrocher un emploi modeste dans une entreprise plus petite, un coup terrible pour son ego, mais un soulagement financier indispensable. Ils ont vendu leur demeure et ont emménagé dans un appartement confortable, mais dénué des luxes auxquels ils étaient habitués. C'est étrange, s'est-elle confiée à moi lors d'une de nos rencontres. Je pensais que je me sentirais diminué, humilié, mais il y a une certaine liberté à ne plus avoir à maintenir constamment les apparences. Richard et Camille observaient cette évolution avec une surprise non dissimulée. Je n'aurais jamais pensé voir ma mère et toi prendre un café ensemble de plein gré, a commenté Camille un après-midi. La vie réserve des surprises, ai-je répondu avec un sourire. Pour les 2 ans d'Hélène, nous avons fêté l'événement une fois de plus chez moi. Cette fois,
Regina a apporté un cadeau tout simple, un livre pour enfants qu'elle avait elle-même lu à Camille lorsqu'elle était petite. Ce geste, dans sa modeste sincérité, en disait bien plus que n'importe quel présent extravagant. Pendant la fête, j'ai surpris Richard en train d'observer la scène d'un air pensif, sa fille courant dans le jardin, Camille et Regina discutant aimablement avec moi, les quelques invités sincères profitant de l'instant sans se soucier du statut ou des apparences. « À quoi penses-tu » ai-je demandé en m'approchant de lui. « À la façon dont tout a changé » a-t-il répondu d'une voix douce. « À la façon dont j'ai failli perdre tout cela par fierté et superficialité. »« Mais tu ne l'as pas perdu » lui ai-je rappelé. « Nous sommes tous là. »« Grâce à toi » a-t-il dit en me prenant la main. « Grâce à ton courage d'exiger le respect, de montrer ta valeur. Et grâce à ta capacité à changer, à reconnaître tes erreurs, à faire mieux, ai-je ajouté. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il a souri, de ce sourire franc que je lui voyais désormais souvent. Je pense que cela mérite une célébration spéciale. Attends-moi là. Il est entré dans la maison, revenant quelques instants plus tard avec une petite boîte emballée. J'allais garder cela pour Noël, mais je pense que c'est le moment idéal. J'ai ouvert le paquet pour y découvrir un délicat bracelet en or blanc. Il n'était ni ostentatoire ni tape à accent grave-l'œil, mais élégant dans sa simplicité. Je l'ai tourné entre mes mains, remarquant une inscription gravée à l'intérieur, pour la femme qui m'a appris la véritable valeur des choses. Il est magnifique, Richard, ai-je dit, sincèrement touché. Il n'a pas coûté 100 000 $, a-t-il observé, faisant référence à la somme qu'il avait donnée à Regina des années plus tôt. Mais il a infiniment plus de sens. Ce n'est pas le prix qui importe, n'est-ce pas, ai-je répondu en passant le bracelet à mon poignet. C'est l'intention, la reconnaissance. Il a hoché la tête en signe d'assentiment. Je le sais à présent, et j'espère bien l'enseigner à Hélène moi aussi. En regardant ma famille, cette nouvelle version de ma famille réunie, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Non pas pour l'argent qui m'avait permis d'acheter cette maison et de contraindre mon fils à me voir enfin. Non pas pour la douce revanche d'afficher ma valeur à ceux qui m'avaient rabaissé, mais pour l'ensemble du chemin parcouru, les douleurs qui m'avaient fortifié, l'humiliation qui m'avait appris à m'estimer et, par-dessus tout, le courage que j'avais trouvé à 65 ans pour dire enfin, je mérite mieux que cela. Ce bon d'achat de 10 $ pour mon anniversaire, comparé aux 100 000 $ offerts à Regina, avait été la plus grande humiliation de ma vie. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalisais que cela avait aussi été le plus beau des cadeaux, le catalyseur qui m'avait poussé à voir ma propre valeur, à l'exiger des autres et à rebâtir ma famille sur des fondations plus solides que le statut ou les apparences. À 67 ans, j'avais enfin trouvé non seulement le respect des autres, mais quelque chose de bien plus précieux encore, le respect de moi-même. Et cela, ai-je réalisé en contemplant ma famille unie, c'était la véritable victoire.